Jusqu'ici, Donald Trump a fait le choix de la dureté, en parole, dans son iconographie et en menace, plus que dans les actes, en réponse aux manifestations, en réaction à la mort de George Floyd, manifestations qu'il amalgame, qu'il confond à dessein avec les émeutes, avec les violences qui peuvent en émaner, parfois le soir ou la nuit. Il a fait une déclaration assez courte dans les jardins de la Maison-Blanche pour rappeler les principes de loi et d'ordre, c'est une phrase de Nixon, et pour menacer d'envoyer l'armée de métier, l'armée fédérale de métier, dans les États fédérés, mais il ne peut pas le faire sans l'accord des gouverneurs. Donc là, on est dans le registre de la menace, et puis il s'est rendu dans une église à proximité de la Maison-Blanche en faisant évacuer la foule qui manifestait par des gaz lacrymogènes pour se dégager un passage, et puis il a brandi une Bible. Là, on voit que c'est une iconographie qui fait référence aux valeurs chrétiennes, mais aussi qui est destinée à un électorat plutôt conservateur, plutôt évangélique, dont il a absolument besoin pour être réélu le 3 novembre prochain, et comme si finalement c'était cet électorat-là qui était menacé plus que les Noirs qui sont menacés par le racisme. Donc on a un président qui n'est absolument pas dans un discours de l'apaisement, qui est plutôt en train de souffler sur les braises et qui a tout intérêt finalement, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, à encourager la violence, à encourager le chaos. C'est un peu le président du chaos, comme si lui allait en ressortir gagnant, et ça peut être aussi un atout pour sa réélection, parce que les images des violences, les images des émeutes vont, en tout cas c'est ce qu'il souhaite, galvaniser sa base électorale et se mobilisera peut-être beaucoup le 3 novembre prochain. De son côté, Joe Biden souffre un peu d'un problème d'invisibilité qui est dû aussi à la pandémie, au confinement. On l'a assez peu vu ces derniers temps, sauf dans les vidéos qu'il fait depuis sa maison du Delaware. Mais avec les manifestations contre les violences policières, il est allé se recueillir dans une église noire où il s'est agenouillé, il s'est entretenu avec des leaders de la communauté africaine-américaine. Il est allé aussi sur les lieux d'une manifestation et il a vraiment un message de réconciliation, d'union nationale. Il montre, à la différence de Trump, un leadership plutôt coopératif, d'apaisement, alors que Trump est dans un leadership vraiment de combat et de force, comme si l'empathie était une marque de faiblesse. Biden, il a le soutien de la communauté noire, mais plus dans les catégories de plus de 45 ans, 50 ans. Il a un problème vis-à-vis de la jeunesse noire et de la jeunesse multiculturelle en général, qui était, pour parler de manière très globale, plutôt favorable à Bernie Sanders. Donc il doit aller séduire cet électorat-là, et pour ce faire, il ne pourra pas se contenter de messages de paix et de références à Martin Luther King ou de références à l'époque d'Obama, dont il était le vice-président. Il doit avoir un agenda un peu plus audacieux sur les questions de violence, mais aussi sur les questions de climat, sur les questions d'égalité des genres, sur les questions d'égalité socio-économique, sur la dette étudiante, bref, sur un agenda qui est intersectionnel, comme on dit en sciences sociales, et que porte cette jeunesse. Et la jeunesse qui est dans les rues aujourd'hui, c'est pas que la jeunesse, mais c'est notamment la jeunesse, c'est une jeunesse multiculturelle qui a envie de porter un programme politique assez transversal, assez large, et Biden doit absolument les séduire. Et là, il a un atout quand même dans sa manche qui est Barack Obama. Et Barack Obama, le 1er juin, a publié une tribune dans le média Medium où il invite la jeunesse à évidemment exprimer sa colère, mais sans violence, et à aller voter le 3 novembre prochain, et à aller voter non seulement pour élire le président, mais aussi pour les élections locales, parce que c'est au niveau local que se décident les politiques publiques vis-à-vis de la police, la formation de la police et beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Les violences policières et le racisme aux États-Unis, un racisme intentionnel ou un racisme qui est inscrit dans les structures sociales de l'Amérique, ne date pas des années Trump. On se souvient des violences qui avaient
eu comme conséquence la création du mouvement Black Lives Matter, ça c'était dans les années Obama, mais ce sont des représentations collectives, des habitudes, des préjugés raciaux sur par exemple la dangerosité des Noirs dans l'espace public qui remontent à très loin, qui remontent à la période de l'esclavage. Donc c'est très compliqué de lutter contre ça par des lois, et notamment des lois fédérales. Il faut un travail de très longue haleine. Néanmoins, les États-Unis sont extrêmement divisés, sont extrêmement polarisés aujourd'hui du fait d'un président qui souffle sur les braises, qui attise les clivages raciaux, sociaux, genrés, tous les clivages qu'il peut exacerber, eh bien, il s'en sert pour créer une société un peu du chaos, on peut le dire en ces termes. Et donc, les gens qu'on voit manifester aujourd'hui, finalement, ils sont aussi dans une représentation, dans la valorisation d'une autre Amérique que celle de Trump, une Amérique qui serait plus progressiste, bien sûr, mais qui serait plus pacifiée, qui serait plus confiante et qui en a assez de l'appel à la violence, des chèques en blanc laissés aux suprémacistes blancs, des appels à la violence et des appels au clivage qu'on retrouve chez le président Trump. Est-ce que c'est cette Amérique-là qui va l'emporter le 3 novembre prochain, ou est-ce que c'est au contraire une Amérique qui a peur des manifestants, qui a peur du multiculturalisme, cette Amérique qui finalement n'a jamais accepté d'avoir un président noir sous les mandats précédents, qui craint la mondialisation, qui craint l'immigration, qui crée aussi les avancées en matière de droits des femmes et de droits des LGBTI, eh bien c'est toutes ces questions qui se posent aujourd'hui et dont on verra une des réponses le jour de l'élection présidentielle. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des mouvements dans le monde entier pour soutenir les manifestants antiracistes aux États-Unis, comme s'il y avait peut-être les débuts d'une internationale antiraciste, comme on assiste par ailleurs au début d'une internationale féministe.